Au cœur du plus grand continent du monde se trouve un royaume où les extrêmes définissent l'existence. Là où les températures plongent à des profondeurs extrêmes, mais atteignent des sommets qui rivalisent avec les étés tempérés. Ici, sur une étendue plus vaste que l'Europe entière, la nature orchestre la symphonie saisonnière la plus spectaculaire de la planète. De l'écrasante nuit éternelle de l'hiver à la fertilité explosive des jours sans fin de l'été, chaque saison apporte une transformation radicale qui met chaque être vivant au défi de s'adapter ou de périr. Le vent arctique souffle sur les vastes forêts de la taïga, où d'anciens épicéas et mélèzes veillent sur des températures pouvant descendre jusqu'à -60 degrés Celsius. Pourtant, lorsque le soleil de minuit baigne ces mêmes forêts d'une lumière dorée pendant des mois, elles s'épanouissent dans une frénésie de vie digne d'un paradis tropical. C'est ici que le tigre de Sibérie s'aventure dans une neige plus épaisse qu'un humain, que les ours bruns sortent de leur hibernation pour découvrir un monde entièrement blanc, et que les caribous parcourent des distances qui s'étendent sur plusieurs continents dans leur quête éternelle de survie. Ici, les ours polaires règnent sur des royaumes de glace, tandis que les renards arctiques dansent sur la toundra gelée, leur pelage changeant de couleur comme la neige. Du premier blizzard annonçant l'arrivée de l'hiver jusqu'à la dernière feuille qui tombe, emportée par l'automne, la Sibérie vibre au rythme de saisons si extrêmes qu'elles semblent appartenir à un monde étranger. Pourtant, dans ce théâtre impitoyable de la survie, certaines des créatures les plus magnifiques de la Terre ont non seulement survécu, mais prospéré, développant des stratégies si remarquables qu'elles défient l'imagination. Bienvenue en Sibérie, où chaque saison apporte non seulement le temps, mais aussi une refonte complète du monde lui-même. Sur cette terre où la civilisation recule devant la puissance brute de la nature, prédateurs et proies se livrent à des luttes immuables depuis des millénaires. Ici, le tigre de Sibérie, le plus grand félin de la planète, règne sur des territoires plus vastes que des nations entières, tandis que des meutes de loups organisent des chasses sur des distances qui épuiseraient les véhicules modernes. Le paysage lui-même devient un personnage de ces drames de survie. Les rivières, suffisamment gelées pour supporter le poids des éléphants, se déchaînent pourtant avec une force torrentielle lorsque la chaleur estivale déchaîne leur fureur. Les montagnes percent le ciel tels des poignards gelés, leur sommet disparaissant dans les nuages charriant l'humidité des océans lointains. Les forêts s'étendent à perte de vue, un tapis ininterrompu de conifères qui subsistent depuis la dernière période glaciaire, leurs branches lourdes de neige la moitié de l'année, et animées du chant des oiseaux pendant la brève mais intense saison de croissance. Ce ne sont pas de simples arbres, mais de véritables forteresses vivantes qui abritent d'innombrables espèces durant les interminables nuits d'hiver sibériennes. La toundra s'étend tel un océan d'herbes et de fleurs sauvages en été, mais se transforme en désert cristallin lorsque l'hiver s'installe. Ici, le pergélisol se trouve juste sous la surface, une couche de glace restée gelée pendant des milliers d'années, façonnant chaque aspect de la vie à la surface. La Sibérie englobe de multiples écosystèmes, des vastes forêts boréales de la taïga aux étendues dénudées de la toundra arctique, des chaînes de montagnes qui effleurent le ciel aux réseaux fluviaux qui se jettent dans 3 océans différents. Chaque région présente ses propres défis et opportunités, créant une mosaïque d'habitats où des créatures spécialisées ont évolué pour exploiter chaque niche possible. Ici, le climat ne change pas graduellement, mais évolue avec la violence d'un événement géologique. Le printemps n'arrive pas comme un léger réchauffement, mais comme une explosion de neige et de glace fondante qui transforme le paysage du jour au lendemain. L'été brûle avec une intensité qui semble impossible dans une terre associée au froid éternel. L'automne ne s'éteint pas, mais s'abat sur le pays avec des tempêtes qui annoncent le retour imminent de l'hiver. Lorsque l'hiver s'abat sur la Sibérie, il n'est pas une saison,
mais une force conquérante. Le soleil se retire à l'horizon pendant des mois, laissant derrière lui un monde aux nuances de bleu et d'argent, où les aurores boréales dansent dans un ciel si clair qu'il semble taillé dans le cristal. Les températures chutent à des niveaux qui glaceraient instantanément les chairs exposées et le vent mord jusqu'aux os. C'est la saison où seuls les êtres les mieux adaptés peuvent survivre. Le paysage se métamorphose en un lieu étrange, où les arbres craquent comme des coups de feu dans le froid et où les rivières se transforment en autoroutes de glace suffisamment épaisses pour supporter des trains de marchandises. La neige s'accumule en congères qui atteignent les étages supérieurs des immeubles, et le silence devient si total qu'il résonne aux oreilles comme une cloche. Pourtant, dans ce désert apparent, la vie non seulement persiste, mais prospère parfois. Les créatures y ont développé des stratégies si remarquables qu'elles semblent contourner les lois de la physique. Certaines développent un pelage si dense qu'elles créent leur propre microclimat, tandis que d'autres entrent dans un état d'animation suspendu qui entraînerait la mort de tout autre être vivant. L'air lui-même change durant l'hiver sibérien. Il est si froid et sec qu'il brûle les poumons et crée des cristaux de glace flottant tels des diamants en suspension. Respirer devient un acte visible. L'humidité se fige instantanément en nuages de vapeur qui flottent dans l'air immobile, tels des fantômes de chaleur. Dans ce royaume de glace et de neige, 4 magnifiques créatures sont devenues des maîtres de la survie hivernale, chacune employant des stratégies si différentes mais si parfaites qu'elles représentent l'expression ultime de l'adaptation au froid extrême. Une ombre se déplace dans la forêt enneigée, si silencieuse que même la neige craquante sous ses pattes massives ne trahit pas sa présence. Le tigre de Sibérie, le plus grand félin de la planète, s'arrête à l'orée d'une clairière où le clair de lune transforme la neige en un champ de diamants épars. De la vapeur s'échappe de ses narines par petites bouffées tandis qu'il scrute son domaine, ses yeux ambrés guettant le moindre mouvement qui pourrait trahir la présence d'une proie. Ce magnifique prédateur pèse plus de 270 kilos et son corps s'étend sur près de 4 mètres du museau à la queue. Malgré sa taille imposante, il se déplace dans la forêt hivernale avec la grâce d'une danseuse, chaque pas étant calculé et précis. Son pelage, véritable chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle, est constitué d'un épais sous-poil sous des poils de garde pouvant atteindre 7 cm de long, créant une isolation si efficace qu'il reste à l'aise à des températures qui tueraient la plupart des mammifères en quelques minutes. Le territoire de chasse du tigre s'étend sur près de 500 km², soit une superficie plus vaste que celle de nombreuses grandes villes. En hiver, lorsque les proies se font rares et dispersées, il peut parcourir 19 km en une seule nuit, suivant d'anciens sentiers forestiers empruntés par ses ancêtres depuis des générations. Ses pattes massives, mesurant 15 cm de large, lui servent de raquettes naturelles, répartissant son poids si efficacement qu'il peut marcher sur la neige qui piégerait des prédateurs plus petits. Ce soir, ses sens aiguisés détectent les signes subtils de l'approche d'une proie. Des sangliers ont fouillé la zone, leurs activités de fouissage laissant des traces révélatrices dans la neige. L'ouïe du tigre, 6 fois plus sensible que celle d'un humain, capte le faible craquement des pas à près d'1,5 km. Il commence son approche, tel un prédateur expert, employant des tactiques perfectionnées au fil de millions d'années d'évolution. Se déplaçant d'un abri à l'autre, le tigre fait preuve d'une patience à faire impression. Il peut passer des heures à se positionner pour saisir l'occasion idéale. Ses rayures, si évidentes en captivité, lui offrent un camouflage parfait parmi les ombres et les lignes verticales de la forêt. Lorsqu'il passe enfin à l'action, son attaque couvre 15 mètres d'un seul bond, propulsé par son arrière-train puissant avec une force explosive. La chasse se termine en quelques secondes, mais elle représente l'aboutissement des adaptations qui ont fait du tigre de Sibérie l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Une seule proie peut lui permettre de survivre plus d'une semaine,
son métabolisme efficace lui permettant de survivre avec des repas sporadiques qui affameraient d'autres carnivores. Il traîne sa proie dans un endroit isolé où la neige favorise la conservation de la viande, créant ainsi un réfrigérateur naturel qui conserve sa nourriture fraîche pendant des jours. À mesure que l'hiver s'approfondit et que les proies se font plus rares, la remarquable adaptabilité du tigre devient évidente. Il peut jeûner pendant des semaines si nécessaire, son corps métabolisant ses réserves de graisse avec une efficacité redoutable. Pourtant, lorsque l'occasion de chasser se présente, il peut consommer jusqu'à 18 kg de viande en un seul repas, emmagasinant ainsi de l'énergie pour les périodes de disette futures. Le tigre de Sibérie démontrant une adaptation prédatrice exceptionnelle aux conditions hivernales, l'écosystème forestier maintient un équilibre fragile qui permet aux autres grands mammifères de prospérer dans leur niche spécifique. Parmi ces survivants, rares sont ceux qui sont aussi parfaitement adaptés à l'hiver sibérien que l'immense herbivore qui partage ces mêmes forêts. Au plus profond d'une tanière creusée à flanc de colline, sous les racines de mélèzes centenaires, une ourse brune s'agite dans son sommeil hivernal. Sa respiration est si lente et superficielle qu'elle perturbe à peine l'épaisse couche de graisse qui la soutiendra pendant les mois de jeûne à venir. Dehors, la température est descendue à moins 40 degrés Celsius, mais dans son sanctuaire soigneusement aménagé, la chaleur de son corps reste suffisamment chaude pour lui permettre de survivre. Cette ourse brune, pesant près de 360 kg avant d'entrer en hibernation, représente l'une des prouesses de la nature en matière de survie hivernale. Contrairement à de nombreux autres mammifères qui se contentent de dormir pendant l'hiver, les ours entrent dans un état de torpeur si profond que leur rythme cardiaque passe de 40 à 8 battements par minute, tandis que leur température corporelle ne baisse que légèrement, préservant ainsi l'équilibre fragile nécessaire au fonctionnement de leurs organes vitaux. Sa préparation pour ce jeûne hivernal a commencé il y a des mois, l'abondance estivale lui permettant de consommer jusqu'à 30 000 calories par jour. Poissons, baies, racines et petits mammifères ont tous contribué à constituer d'importantes réserves de graisse qui représentent aujourd'hui près de la moitié de son poids. Cette énergie stockée sera lentement métabolisée tout au long de l'hiver, fournissant non seulement la nourriture mais aussi l'eau dont son corps a besoin, car le métabolisme des graisses produit à la fois calories et hydratation. La tanière elle-même est une merveille architecturale, creusée dans une pente qui assure à la fois drainage et isolation. Elle l'a tapissée d'herbes, de feuilles et de sa propre fourrure, créant ainsi un micro-environnement qui restera relativement stable quelles que soient les conditions extérieures. La neige recouvrira bientôt l'entrée, créant une couche d'isolation supplémentaire qui transformera la tanière en igloo naturel. Ces petits, nés au cœur de l'hiver, naissent aveugles, sans poils, et pesant moins de 450 grammes chacun. Pourtant, le lait maternel, enrichi en matières grasses toxiques pour la plupart des mammifères, leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour grandir rapidement dans la sécurité de leur tanière. Au printemps, leur poids de naissance aura décuplé, prêt à émerger dans un monde complètement transformé. Le moment de l'émergence est crucial et dépend non pas des dates du calendrier, mais des signaux environnementaux qui annoncent la fin de l'hiver. La hausse des températures, la variation de la durée du jour et les subtiles variations des conditions d'enneigement contribuent à ajuster l'horloge interne de l'ours, ce qui finira par le réveiller de son sommeil hivernal. Cette émergence coïncide souvent parfaitement avec les premiers signes d'activité printanière des proies, ce qui lui permet de profiter de nouvelles opportunités de chasse. Alors que l'ours brun poursuit son remarquable voyage hivernal dans la sécurité de sa tanière, le monde extérieur reste prisonnier de la glace et de la neige. Pourtant, même dans ce paysage gelé, les créatures continuent de se déplacer et de chasser, notamment les ours polaires arctiques dont le pelage blanc les rend presque invisibles sur la neige. Cette métamorphose ne se limite pas à la couleur, mais à la densité. Son pelage hivernal devient presque 3 fois plus épais que sa fourrure estivale, créant une isolation si efficace qu'elle reste à l'aise à des températures approchant les moins 50 degrés Celsius. Même ses pattes sont abondamment couvertes de poils, offrant à la fois une bonne adhérence sur la glace et une protection contre le froid qui, autrement, provoquerait des engelures immédiates. En hiver, la stratégie de chasse du renard repose sur une ouïe exceptionnelle et des capacités athlétiques explosives. Sous la neige, lemmings et campagnols poursuivent leurs activités dans un monde caché de tunnels et de cavités, leurs mouvements créant de subtiles vibrations que l'ouïe du renard peut détecter à des distances remarquables. Il penche la tête,
triangulant la position exacte de sa proie, se déplaçant sous près d'1 mètre de neige, puis se lance dans un bond caractéristique qui enfonce tout son corps dans la neige. Ses oreilles compactes, son museau court et ses extrémités fines suivent la règle de Bergman. Elle minimise la surface exposée au froid tout en maximisant sa capacité à conserver la chaleur corporelle. Sa queue touffue lui sert à la fois de couverture pendant son sommeil et de contrepoids lors de ses manœuvres de chasse acrobatique. Lorsque les températures deviennent extrêmes, elle peut se recroqueviller en boule, sa queue recouvrant son visage, créant ainsi un micro-environnement pouvant atteindre 20 degrés de plus que l'air ambiant. En hiver, le régime alimentaire du renard arctique devient remarquablement diversifié, démontrant l'opportunité alimentaire qui permet aux petits prédateurs de survivre dans des environnements hostiles. Si les petits mammifères constituent l'essentiel de son alimentation hivernale, il se nourrit également des proies des prédateurs plus grands, se cache de la nourriture pendant les périodes d'abondance et se nourrit même de la banquise, suivant les ours polaires pour exploiter les ressources marines. Son comportement de tanière change radicalement au fil des saisons. Les tanières d'été sont des systèmes de terriers complexes qui peuvent être utilisés par des générations de renards, tandis que les abris hivernaux sont temporaires, souvent de simples dépressions dans la neige, protégés par des rochers ou de la végétation en surplomb. Elle peut se déplacer plusieurs fois durant l'hiver, suivant les populations de proies et évitant les zones où la neige plus épaisse rend la chasse impossible. Le cycle de reproduction du renard est parfaitement synchronisé pour profiter de l'abondance printanière, mais les parades nuptiales hivernales commencent même pendant les mois les plus rudes. Les couples se livrent à des rituels de parade élaborés, incluant des comportements de chasse et de jeux synchronisés, renforçant ainsi les liens essentiels à une reproduction réussie. Ces partenariats durent souvent toute la vie, les partenaires partageant leur territoire et coopérant à la chasse et à l'élevage des petits. Vastes réseaux fluviaux et les zones côtières de la Sibérie abritent des prédateurs qui se sont spécialisés dans l'exploitation des ressources aquatiques, même lorsque les plans d'eau sont enfermés sous des mètres de glace. À la lisière de la banquise, là où l'océan gelé rencontre le blanc infini de la toundra arctique, une ours polaire émerge de sa tanière, accompagnée de 2 oursons. Nés pendant les mois les plus sombres de l'hiver, les oursons font leurs premiers pas hésitants dans un monde d'un blanc aveuglant où les températures oscillent autour de moins 30 degrés Celsius et où le vent porte l'odeur âcre du sel et de la glace. Cette magnifique femelle pèse plus de 450 kg, ce qui en fait l'un des plus grands carnivores terrestres de la planète. Sa taille, qui peut paraître désavantageuse dans des conditions difficiles, lui confère en réalité des avantages cruciaux dans cet environnement confiné par les glaces. Sa masse imposante lui permet de stocker d'énormes réserves de graisse accumulées lors de la saison de chasse précédente. Réserves qui lui ont permis de survivre à la gestation, à la mise bas et aux premières semaines d'allaitement sans un seul repas. Sa fourrure paraît d'un blanc immaculé, mais chaque poil est en réalité creux et transparent, créant un système optique complexe qui non seulement lui assure un camouflage, mais canalise également les ultraviolets vers sa peau noire où ils sont convertis en chaleur. Ce système naturel de captation solaire lui permet d'absorber la chaleur même du faible soleil hivernal, tandis que son sous-poil dense emprisonne l'air chaud dans d'innombrables petites poches qui créent une isolation comparable aux meilleurs matériaux synthétiques. Les petits, pesant un peu plus de 20 kg chacun, restent près de leur mère tandis qu'elle entame son périple vers la lisière de la banquise où les phoques annelés entretiennent des trous d'aération. Ce voyage peut parcourir des centaines de kilomètres à travers une glace mouvante qui se fissure et se déplace au gré des marées, obligeant la mer à évaluer constamment l'état de la glace et à choisir les itinéraires les plus sûrs pour sa progéniture vulnérable. Ses pattes massives, mesurant plus de 30 cm de diamètre, sont munies de griffes acérées qui lui assurent une bonne traction sur la glace et une puissante adhérence lorsqu'elle doit se hisser hors de l'eau sur la banquise. Ses pattes lui servent également de pagaie lorsqu'elle nage, ses orteils palmés lui conférant une grâce surprenante malgré sa taille imposante. Elle peut nager sans interruption pendant des heures, à des vitesses qui défieraient les nageurs olympiques. La chasse aux phoques exige une patience surhumaine. Près d'un trou d'air, elle peut attendre immobile pendant 6 heures ou plus,
positionné précisément pour attaquer lorsqu'un phoque fait surface pour respirer. Son attaque doit être parfaitement synchronisée et exécutée, car le phoque ne sera visible que quelques secondes avant de replonger en sécurité. Lorsqu'elle attaque, ses griffes massives et ses mâchoires puissantes empêchent peu de phoques de s'échapper, offrant un repas qui peut nourrir la famille pendant des jours. Sa réussite à la chasse est essentielle non seulement à sa propre survie, mais aussi à celle des oursons, qui dépendent entièrement de son lait riche pendant leur première année. Ce lait contient près de 40% de matière grasse, ce qui assure la croissance rapide nécessaire aux oursons pour développer l'isolation et la taille dont ils auront besoin pour survivre à leur premier hiver en tant qu'ours indépendants. Alors que la famille des ours polaires entame sa saison de chasse sur l'immensité de la banquise, l'approche du printemps apporte de subtils changements qui transformeront bientôt tout le paysage arctique. Le soleil monte chaque jour et les premiers signes de chaleur commencent à réveiller la vie dans ce monde gelé. Le printemps arrive en Sibérie, non pas avec une douce chaleur, mais avec la violence d'une révolution. Les premiers signes apparaissent sous forme de subtils changements de lumière, le soleil s'élevant chaque jour jusqu'à presque disparaître. Puis vient la grande fonte, une transformation fulgurante qui remodèle tout le paysage en quelques semaines. Les rivières, qui avaient été des autoroutes de glace pendant des mois, explosent soudain en crues torrentielles qui emportent tout sur leur passage. La neige, accumulée sur plusieurs mètres d'épaisseur, commence à se retirer non pas progressivement, mais par effondrement spectaculaire et révélation soudaine. Des cascades surgissent des flancs de montagnes où il n'y en avait pas quelques semaines auparavant, et le sol lui-même semble s'exhaler, tandis que le sol gelé libère dans l'air chaud l'humidité accumulée pendant des mois. C'est la saison de la naissance et du renouveau, où la Sibérie se débarrasse de son voile blanc pour révéler des paysages d'une beauté extraordinaire. Des forêts apparemment sans vie explosent soudain de nouvelles pousses, leurs branches chargées d'aiguilles fraîches captant la lumière incessante du jour et la transformant en une végétation explosive. Des prairies émergent de sous la neige, déjà tapissées de fleurs sauvages précoces qui se préparent à cet instant depuis l'automne précédent. Le son du printemps sibérien est unique au monde. Le ruissellement constant de la neige fondante crée une symphonie qui résonne dans les vallées et les forêts, tandis que le craquement et le grincement de la glace qui se brise forment un fond sonore percussif qui s'entend à des kilomètres. Les oiseaux reviennent par vagues, leurs chants créant des nappes acoustiques qui s'étendent des solos hésitants aux célébrations orchestrales d'une vie renouvelée. Pour les animaux qui ont survécu à l'épreuve de l'hiver, le printemps représente à la fois une opportunité et un défi. Les sources de nourriture, jusque-là rares ou enfouies sous la neige, deviennent soudain abondantes. Mais la fonte des neiges qui révèle cette abondance détruit également les itinéraires de déplacement et les abris habituels. La saison des amours coïncide avec cette abondance, donnant lieu à des compétitions et des démonstrations mettant en valeur la remarquable diversité de la faune sibérienne. En cette saison de transformation spectaculaire, 4 espèces démontrent les différentes stratégies que la vie a développées pour exploiter les opportunités brèves mais intenses du printemps. À travers la toundra en dégel, un vaste troupeau de rennes se déplace tel un fleuve vivant, brun et blanc, leur bois formant une forêt d'os qui oscille au gré de leur mouvement collectif. Plus de 50 000 animaux s'étendent à perte de vue à travers le paysage, suivant des routes migratoires inscrites dans leur ADN et gravées dans le territoire par d'innombrables générations avant eux. Les animaux de tête, leur souffle perceptible dans l'air encore frais, avancent prudemment sur un sol alternant entre pergélisol et boue traîtresse, là où la surface a commencé à dégeler. Derrière eux, le gros du troupeau produit un bruit lointain, semblable à un coup de tonnerre, le claquement de leurs sabots spécialisés se mêlant à des grognements sourds et, de temps à autre, au cri aigu d'une mère à son petit. Cette migration printanière représente l'un des plus grands mouvements de grands mammifères encore présents sur Terre. Le troupeau parcourra plus de 3000 km depuis ses aires d'hivernage, à l'abri de la taïga,
jusqu'aux plaines côtières arctiques, où la végétation estivale foisonnante lui fournira la riche nourriture nécessaire pour reprendre des forces et allaiter ses petits. Chaque reine porte les stigmates de l'hiver sur son corps maigre, ses réserves de graisse étant épuisées par des mois de survie dans un fourrage limité et un froid glacial. Pourtant, leur physiologie remarquable leur permet de reprendre des forces presque immédiatement, dès l'apparition de la végétation printanière. Leur estomac à 4 compartiments peut digérer les matières végétales avec une efficacité extraordinaire, extrayant des nutriments de la végétation qui seraient immangeables pour la plupart des autres mammifères. Le moment de leur migration coïncide parfaitement avec la brève saison de croissance arctique. En se déplaçant vers le nord, ils suivent l'arrivée du printemps, se tenant toujours juste derrière la limite des neiges, là où les premières pousses d'herbe et de carex émergent du sol chaud. Ce timing naturel garantit qu'ils arrivent sur leurs aires de mise bas au moment où les conditions sont optimales pour la naissance et les premiers soins de leurs petits. La mise bas a lieu pendant le voyage lui-même, un processus qui témoigne de la robustesse remarquable de ces spécialistes de l'Arctique. Les veaux naissent les yeux ouverts et sont capables de marcher en quelques heures, une adaptation essentielle pour des animaux qui doivent constamment se déplacer pour rester sous la protection du troupeau. En quelques jours, ils peuvent courir assez vite pour échapper à la plupart des prédateurs, leurs longues pattes leur permettant de traverser des terrains qui défieraient les adultes d'autres espèces. La structure sociale du troupeau devient particulièrement visible lors de la migration, où les groupes familiaux maintiennent leur cohésion au sein du mouvement de masse. Les femelles et leurs petits voyagent ensemble dans des zones protégées du troupeau, tandis que les mâles forment des groupes de célibataires à la périphérie, servant de système d'alerte précoce contre les prédateurs et d'éclaireurs pour trouver les meilleurs itinéraires. Leurs sabots spécialisés, larges sur les sols meubles et dotés de bords tranchants pour une meilleure traction sur la glace, les rendent particulièrement adaptés aux déplacements sur les terrains variés de leur route migratoire. Ces mêmes sabots leur servent d'outils de creusement efficaces, leur permettant d'atteindre la végétation enfouie même lorsque la neige persiste dans les zones abritées. Tandis que le troupeau de rennes démontre la puissance de la migration collective, d'autres habitants du paysage en éveil adoptent des stratégies individuelles pour exploiter les opportunités du printemps. Parmi eux, rares sont ceux qui s'adaptent aussi parfaitement à la transformation saisonnière que l'ours brun sortant de sa tanière hivernale. À travers la forêt de mélèzes en bourgeons, un carcajou se déplace avec la démarche déterminée d'un prédateur qui ne craint rien dans son domaine. Pesant à peine 25 kilos, il possède une force et une férocité qui lui permettent de dominer des créatures plusieurs fois plus grandes que lui, ce qui lui vaut la réputation de mammifère le plus intrépide des régions sauvages du Nord. Sa fourrure brun foncé, parsemée de poils de garde plus clairs qui repoussent la glace et la neige, ondule sur des muscles qui semblent disproportionnés par rapport à sa silhouette compacte. Chaque pas révèle sa carrure puissante qui lui permet de percer des croûtes de neige qui arrêteraient des animaux plus gros. Ses larges pattes répartissent efficacement son poids, tandis que ses griffes acérées lui assurent une bonne adhérence sur toutes les surfaces. Le territoire printanier du carcajou s'étend sur plus de 300 km, une zone qu'il patrouille avec une détermination sans faille, scrutant chaque odeur et chaque son pouvant indiquer la présence de nourriture, de concurrents ou de partenaires potentiels. Son endurance remarquable lui permet de parcourir 50 km en une seule journée sur un terrain qui défierait les véhicules, en suivant une carte mentale de son territoire si détaillée qu'elle inclut chaque source de nourriture cachée et chaque emplacement potentiel pour un terrier. L'abondance du printemps est synonyme d'opportunité pour ce prédateur opportuniste dont le régime alimentaire comprend une grande variété d'animaux, des petits rongeurs aux animaux aussi imposants que l'élan. Ses puissantes mâchoires, capables de broyer des os qui briseraient les dents d'autres carnivores, lui permettent d'exploiter pleinement les carcasses que les autres charognards doivent abandonner.
Cette efficacité est cruciale dans un environnement où le moindre gaspillage de protéines peut faire la différence entre la survie et la famine. La stratégie de chasse du carcajou allie patience et violence explosive. Il peut traquer un caribou blessé pendant des jours, attendant que la faiblesse ou l'épuisement lui ouvre une ouverture. Lorsqu'il frappe, son assaut est si féroce que des animaux plusieurs fois plus gros que lui préfèrent souvent fuir plutôt que de combattre, conscients, d'une manière irréfléchie, de la futilité du combat contre cette furie nordique. Son intelligence se révèle lorsqu'il adopte des comportements complexes de cachette, enterrant ses surplus de nourriture dans des endroits choisis pour leur accessibilité tout au long de l'année. Il sélectionne des sites protégés des charognards de plus grande taille et mémorise des dizaines d'emplacements de cache sur son vaste territoire, créant ainsi un réseau de réserves alimentaires d'urgence, capable de lui permettre de survivre aux périodes de disette. La saison des amours printanières est synonyme d'interactions sociales rares pour cette créature habituellement solitaire. Les mâles peuvent parcourir une centaine de kilomètres à la recherche de femelles, suivant des pistes olfactives avec une détermination qui frise l'obsession. La parade nuptiale implique des démonstrations élaborées de force et d'endurance, les femelles choisissant leur partenaire en fonction de la qualité du territoire et de la capacité démontrée du mâle à survivre dans l'environnement nordique rigoureux. Sa remarquable adaptabilité s'étend à son utilisation des structures et perturbations artificielles. Contrairement à de nombreuses espèces sauvages qui fuient l'activité humaine, les carcajous exploitent souvent les routes, les pipelines et autres infrastructures comme corridors de déplacement. Le territoire de chasse de l'aigle s'étend sur plus de 70 km², un domaine aérien qu'elle patrouille avec une précision systématique. La fonte des neiges au printemps révèle des proies cachées depuis des mois, tandis que l'activité accrue des animaux émergents crée des schémas de déplacement que son programme évolutif reconnaît comme des opportunités de chasse. De son poste d'observation aérien, elle peut surveiller simultanément plusieurs zones de chasse potentielles, choisissant ses attaques avec une précision tactique. Sa vue remarquable lui permet de détecter le moindre mouvement à des altitudes proches d'1 mile. Le battement de queue d'un écureuil terrestre, à peine visible pour les observateurs au sol, lui apparaît aussi clairement que s'il était perché à plusieurs mètres. Cette acuité visuelle, combinée à sa capacité à traiter l'information visuelle à une vitesse qui dépasserait la conscience humaine, fait d'elle peut-être la chasseuse visuelle la plus efficace de la planète. Lorsqu'une proie est repérée, sa posture de chasse se transforme en l'une des démonstrations de violence contrôlée les plus spectaculaires de la nature. Repliant ses ailes dans une configuration aérodynamique comparable à celle d'une balle, elle fonce vers la terre à des vitesses dépassant les 160 km/h. Ses puissantes serres, capables d'exercer une pression approchant les 225 kg par cm², garantissent que peu de proies survivent à son premier coup. Alors que l'abondance du printemps atteint son apogée et que le soleil de minuit du début de l'été commence son règne sur la Sibérie, le succès de l'aigle royal dans l'exploitation des opportunités de chasse aérienne démontre comment des prédateurs spécialisés peuvent prospérer dans des environnements apparemment difficiles en maîtrisant des niches écologiques spécifiques. L'été sibérien explose à travers le paysage avec une intensité qui semble compenser la brièveté de la saison de croissance. Sous le soleil de minuit, où la lumière du jour s'étend sur des mois sans interruption, la taïga subit une transformation si complète qu'elle rivalise avec n'importe quel paradis tropical. Les arbres, nus et gelés il y a quelques semaines à peine, explosent désormais de croissance, leurs branches lourdes d'aiguilles scintillant dans la lumière dorée infinie. Le pergélisol recule juste assez pour laisser place à de spectaculaires floraisons sauvages qui tapissent des vallées entières de couleurs si vives qu'elles semblent artificielles. Épilobes à feuilles étroites pourpres, pavots arctiques jaunes et dryades à feuilles étroites blanches créent des jardins naturels qui s'étendent jusqu'à l'horizon, leur floraison suivant le soleil dans son interminable tour du ciel. L'air lui-même s'imprègne du parfum des fleurs et de la fraîcheur des nouvelles pousses. Les rivières, saturées par la fonte des neiges des sommets, créent des cascades et des rapides qui emplissent l'air d'une musique constante. Ces cours d'eau regorgent de vie. Les espèces de poissons, qui ont attendu l'obscurité hivernale, remontent le courant en masse pour frayer, attirant ainsi les prédateurs de toute la région. Les insectes émergent en nuages si denses qu'ils sont visibles depuis les avions, fournissant une manne de protéines qui nourrit d'innombrables espèces d'oiseaux.
C'est la saison où la faune sibérienne se lance dans une course contre la montre pour se reproduire, se nourrir et se préparer au retour inévitable de l'hiver. L'urgence est palpable, car des espèces qui peuvent vivre des décennies doivent condenser leurs activités les plus vitales en quelques mois de conditions favorables. Les parades nuptiales atteignent une intensité spectaculaire. Les conflits territoriaux deviennent des luttes de vie ou de mort, et l'élevage réussi des jeunes devient la préoccupation majeure de chaque espèce. Le paysage lui-même semble animé par le mouvement des animaux, endormis ou cachés tout l'hiver, émergeant pour profiter des richesses estivales. Les routes migratoires deviennent des autoroutes de la vie, les espèces suivant leurs sources de nourriture et leurs possibilités de reproduction sur de vastes distances, créant des spectacles animaliers qui comptent parmi les plus grands phénomènes naturels de la planète. En cette saison de croissance explosive et d'activité frénétique, 4 espèces remarquables illustrent les diverses stratégies développées par l'évolution pour exploiter l'abondance brève mais intense de l'été. Dans une clairière marécageuse entourée de jeunes bouleaux, un orignal mâle se tient debout, les jambes tendues dans une eau sombre et tannique, ses bois massifs, encore recouverts de velours, projetant des ombres complexes à la surface. Il pèse près de 1500 livres, ce qui en fait le plus grand membre de la famille des cervidés et l'un des herbivores les plus impressionnants de l'hémisphère nord. Chaque pas mesuré crée des ondulations sur l'eau, tandis qu'il se nourrit de végétation aquatique qui lui fournit des nutriments essentiels, absents des plantes terrestres. Sa transformation estivale qui le faisait passer du maigre animal ayant survécu à l'hiver est remarquable. Les riches sources de protéines disponibles en été, des tendres pousses de saules aux plantes aquatiques riches en sodium, favorisent un développement musculaire rapide qui le prépare aux violentes batailles d'accouplement de l'automne. Ces bois, qui mesureront près de 2 mètres de long une fois pleinement développés, représentent à eux seuls un apport massif de calcium et d'énergie, témoignant de sa condition physique et de sa génétique supérieure. La stratégie alimentaire de l'orignal en été tire parti de son anatomie et de sa taille unique. Ses longues pattes lui permettent de patauger dans des profondeurs inaccessibles aux autres ongulés, tandis que sa lèvre supérieure préhensile fonctionne presque comme une main, arrachant feuilles et pousses avec une efficacité remarquable. Il peut rester immergé jusqu'à 1 minute tout en se nourrissant de la végétation du fond, ses narines spécialisées se fermant complètement pour empêcher l'eau de pénétrer. Sa taille imposante lui confère des avantages qui vont au-delà de sa capacité à brouter en hauteur et à se nourrir en eau profonde. Les prédateurs qui pourraient attaquer avec succès des cerfs plus petits doivent bien réfléchir avant de défier un animal capable de donner des coups de pied pouvant briser des os ou des coups de bois pouvant tuer un loup instantanément. Même en période d'abondance estivale, lorsque les prédateurs ont des options plus faciles, la plupart des orignaux mâles se tiennent à distance respectueuse. Le comportement territorial du mâle s'intensifie à mesure que l'été avance vers l'automne, lorsque son taux de testostérone le pousse à entrer dans la frénésie reproductrice appelée rut. Il marque déjà sa présence en frottant de petits arbres avec des glandes odoriférantes situées près de ses yeux, laissant des signaux chimiques et visuels qui communiquent sa présence à ses rivaux et partenaires potentiels dans toute son aire de répartition. Sa relation avec l'écosystème forestier va au-delà de sa simple activité herbivore. Sa taille imposante et ses habitudes alimentaires créent des perturbations bénéfiques pour les autres espèces, ouvrant des clairières où les plantes photophiles peuvent s'établir et offrant des zones piétinées qui deviennent des sources de minéraux pour les petits animaux. Sa présence façonne la structure même de la forêt, créant une mosaïque d'habitats qui abrite une biodiversité remarquable. L'activité estivale est particulièrement intense, avec des interactions spectaculaires avec les humains qui partagent ce paysage. Contrairement à de nombreux grands mammifères qui fuient la présence humaine, l'orignal fait souvent preuve de curiosité et d'agressivité, ce qui peut engendrer des rencontres dangereuses. Son absence de peur, combinée à sa taille imposante et à sa vitesse surprenante, fait de lui l'un des animaux potentiellement les plus dangereux des régions sauvages du Nord. Tandis que l'orignal mâle démontre les avantages de sa taille et de sa force pour exploiter les ressources estivales, les prédateurs plus petits emploient des stratégies totalement différentes pour s'accaparer leur part de l'abondance saisonnière. Parmi eux,
rares sont ceux qui sont aussi parfaitement adaptés à la vie dans la végétation dense de l'été que le lynx qui rôde dans les sous-bois. À travers le sous-bois dense de la végétation estivale, un lynx se déplace tel une ombre liquide, son pelage tacheté offrant un camouflage parfait parmi les rayons de soleil tamisés filtrant à travers les couches de feuilles. Il pèse à peine 25 kilos, et pourtant sa présence transforme toute la dynamique de la forêt. Les proies modifient leur comportement en réponse aux signaux que leur évolution leur a appris à craindre plus que tout. Ses pattes surdimensionnées, munies de griffes rétractables et de coussinets fourrés qui lui permettent de se déplacer silencieusement sur tous les terrains, l'ouïe extraordinaire du lynx, capable de détecter les mouvements des petits mammifères à des distances approchant les 100 mètres, fait de lui le chasseur de petits gibiers le plus efficace des forêts nordiques. Ses touffes auriculaires caractéristiques, loin d'être purement décoratives, agissent comme des amplificateurs acoustiques qui améliorent son ouïe directionnelle à des niveaux presque surnaturels. La végétation dense de l'été offre des conditions de chasse idéales pour ce prédateur embusqué dont la stratégie consiste à approcher sa proie à portée de frappe avant de lancer l'attaque. Son arrière-train puissant, disproportionné par rapport à sa taille, peut la propulser en avant par bonds de près de 4 mètres, lui permettant de se rapprocher si rapidement que sa proie n'a pratiquement pas le temps de réagir. En été, elle chasse principalement le lièvre d'Amérique, dont les effectifs fluctuent selon des cycles de 10 ans qui influencent directement la reproduction et la survie du lynx. Lorsque les populations de lièvres atteignent leur pic, comme c'est le cas lors des étés favorables, un seul lynx peut tuer presque quotidiennement, ce qui lui permet d'élever des portées plus nombreuses et d'atteindre une condition physique optimale pour survivre à l'hiver. La relation prédateur-proie complexe entre le lynx et le lièvre d'Amérique constitue l'un des exemples de dynamique de population les plus étudiés en écologie. En été, son territoire peut s'étendre sur une vingtaine de kilomètres carrés de forêt dense, une zone qu'elle patrouille avec une rigueur systématique pour ne manquer aucune occasion de chasse. Contrairement au marquage territorial par l'odorat, le lynx utilise également des signaux visuels, créant des marques de griffes et de grattage qui signalent sa présence aux autres lynx de son aire de répartition. La remarquable capacité d'escalade du lynx, inhabituelle chez les félins de sa taille, lui permet d'exploiter des possibilités de chasse tridimensionnelles inaccessibles aux prédateurs terrestres. Il peut poursuivre écureuils et oiseaux jusque dans la canopée, où son équilibre et son agilité lui confèrent des avantages décisifs. Ces chasses aériennes se concluent souvent par des sauts spectaculaires entre les branches, révélant les capacités athlétiques cachées dans sa silhouette étonnamment compacte. La montaison annuelle du saumon a commencé, transformant ce ruisseau isolé en l'une des plus belles sources d'alimentation de la nature, et ce mâle de 1700 kg est parfaitement placé pour en exploiter l'abondance. Sa technique de pêche, perfectionnée par des années d'expérience, allie puissance explosive et timing remarquable. Immobile dans le courant, il guette le moment idéal où un saumon s'approche à portée de frappe, puis sa patte massive se déplace à la vitesse de l'éclair, ferrant le poisson avec ses pinces qui fonctionnent comme des grappins. Le mouvement complet de la détection à la capture prend moins d'1 seconde. La position de l'ours près de la cascade représente bien plus qu'une simple bonne pêche. Sa taille et sa dominance lui ont valu le poste de pêche privilégié, où les saumons épuisés, ramassant leur prise avant leur dernier saut en amont, deviennent des cibles faciles. Les ours plus petits attendent en aval, se contentant des poissons qui échappent à l'attention du mâle dominant ou des restes qu'il laisse derrière lui après avoir consommé les parties les plus nutritives de ses prises. L'abondance estivale permet aux ours de devenir remarquablement sélectifs dans leur alimentation, ne consommant que le cerveau, la peau et les œufs de saumon, laissant le reste de la carcasse aux charognards. Ce comportement, qui peut sembler gaspilleur, témoigne en réalité d'une connaissance nutritionnelle approfondie, car ces parties contiennent les plus fortes concentrations de graisse nécessaires à la survie hivernale. Un seul gros saumon contient suffisamment de calories pour lui permettre de tenir une journée entière. Ces activités de pêche ont des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème.
Les carcasses de saumon rejetées fournissent de la nourriture à toutes sortes d'espèces, des corbeaux aux insectes, tandis que les nutriments que ces poissons transportent de l'océan vers le système d'eau douce fertilisent l'ensemble du bassin versant. Les arbres qui poussent près des rivières à saumon affichent des taux de croissance nettement supérieurs à ceux des zones sans migration de poissons, démontrant ainsi l'interdépendance des écosystèmes aquatiques et terrestres. La dynamique sociale de l'ours pendant la saison de pêche révèle la hiérarchie complexe qui existe entre ces animaux habituellement solitaires. Les mâles dominants, comme celui-ci, s'assurent les meilleures positions de pêche grâce à des démonstrations de taille et d'agressivité, tandis que les femelles avec leurs oursons pêchent souvent à des moments différents pour éviter les rencontres potentiellement dangereuses avec des mâles de grande taille qui pourraient considérer les oursons comme une menace pour leur patrimoine génétique. Ces remarquables succès de pêche lors de la brève montaison des saumons lui permettent de prendre énormément de poids en quelques semaines seulement. Au plus fort de la pêche, il peut consommer plus de 20 poissons par jour, accumulant ainsi des réserves de graisse qui lui permettront de survivre à l'hibernation et à l'émergence au début du printemps, lorsque les autres sources de nourriture sont indisponibles. L'intelligence de l'ours se révèle lorsqu'il démontre des comportements acquis transmis de génération en génération par des pêcheurs accomplis. Il sait exactement où se positionner pour une efficacité maximale, interpréter les conditions de l'eau qui indiquent le mouvement des poissons et quand changer de position à mesure que la remontée progresse. Ce savoir représente une transmission culturelle rarement observée chez les mammifères solitaires. Ces activités de pêche démontrent également l'importance de bassins versants préservés pour le maintien de ces phénomènes naturels spectaculaires. La migration des saumons dépend d'une eau propre, de voies de migration dégagées et d'un rythme précis, évoluant au fil des millénaires. L'automne arrive en Sibérie, avec le spectacle soudain d'un rideau tombant sur la scène lumineuse de l'été. Le soleil de minuit disparaît enfin à l'horizon pour la première fois depuis des mois, et l'obscurité revient avec l'inéluctabilité du destin. Les températures chutent avec des variations quotidiennes pouvant atteindre 40 degrés Celsius, tandis que les premières neiges commencent à recouvrir les sommets des montagnes, dénudés depuis la violente fonte printanière. C'est la saison des préparatifs désespérés, où chaque espèce est confrontée à l'impératif biologique ultime, survivre au siège hivernal qui approche. L'urgence est palpable, alors que les animaux se lancent dans une course contre la montre pour accumuler des réserves de graisse, achever leur migration et sécuriser les territoires qui détermineront leur survie pendant les mois d'obscurité à venir. Le paysage se transforme à une vitesse vertigineuse, tandis que les arbres à feuilles caduques explosent de couleurs qui semblent trop intenses pour les latitudes nordiques. Les trembles dorées et les sorbiers d'un rouge éclatant créent un feu d'artifice naturel sur fond d'épinettes et de sapins persistants, tandis que la toundra se pare d'un tapis rouge et or, les plantes couvre-sol se préparant à la dormance. Les déplacements massifs d'animaux sauvages commencent lorsque des espèces, dispersées sur de vastes territoires pendant l'été, convergent vers leurs zones d'hivernage traditionnelles ou entament des migrations qui les mèneront à des milliers de kilomètres vers des climats plus favorables. Ces déplacements créent des spectacles animaliers qui comptent parmi les plus grands phénomènes naturels de la planète, car des millions d'animaux suivent des itinéraires inscrits dans leur ADN à travers des paysages qui mettent à l'épreuve l'endurance humaine. En Sibérie, les sons de l'automne sont à la fois joyeux et désespérés. Le brame des wapitis en rut résonne dans les vallées où leurs voix n'ont plus été entendues depuis l'année précédente, tandis que le klaxon des oiseaux aquatiques migrateurs emplit le ciel assombri par des volées si nombreuses qu'elles peuvent être repérées par les radars météorologiques. Derrière ces sons évidents, la forêt elle-même bruisse de l'activité d'innombrables petites créatures qui récoltent graines, noix et autres aliments pour les nourrir pendant les mois de disette de l'hiver. Pour les prédateurs, l'automne représente la dernière occasion de reconstituer leurs réserves d'énergie avant que l'hiver ne réduise la disponibilité des proies à des niveaux critiques. La chasse devient plus intense et compétitive, car les carnivores sont confrontés à la réalité biologique selon laquelle l'incapacité à atteindre une condition physique optimale maintenant peut entraîner la mort avant le retour du printemps. En cette saison de changements radicaux et d'urgences croissantes, 4 espèces remarquables démontrent les diverses stratégies développées par l'évolution pour se préparer à la saison la plus difficile de la Sibérie. Dans une prairie dorée par l'automne, un magnifique cerf élaphe rejette la tête en arrière,
et émet un brame qui résonne dans la vallée comme une trompette de guerre. Ces bois, polis par des semaines de préparation, mesurent près d'1 mètre de long et pèsent plus de 9 kilos. Un investissement énergétique colossal qui témoigne de sa génétique et de sa condition physique supérieure. C'est le pic de la saison du rut, lorsque des cerfs comme ce mâle de 200 kilos abandonnent presque entièrement leur alimentation pour défendre leur territoire et se disputer l'accès aux femelles. Son cou épais, gonflé par les muscles et la graisse accumulée pendant l'abondance estivale, fournit la puissance nécessaire aux violents affrontements qui détermineront le succès de la reproduction et l'héritage génétique. Ces magnifiques bois qui repoussent chaque année et tombent après le rut servent à la fois d'armes et de signes de sa bonne forme physique. Leur ramification complexe, avec ses multiples bois et leur impressionnante envergure, indique aux autres mâles et aux partenaires potentiels que ce cerf possède la qualité génétique et l'accès nutritionnel nécessaire pour investir d'aussi importantes ressources dans ce qui est avant tout un ornement conçu pour le combat. Le territoire du cerf s'étend sur plusieurs kilomètres carrés d'habitat privilégié qu'il défend avec une agressivité croissante au fil de la saison. Ces parades commencent par des vocalisations et des postures destinées à intimider ses adversaires potentiels sans recourir au combat physique, mais lorsque son taux de testostérone atteint son maximum, ces parades laissent place à des combats pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ces cris, audibles à près de 5 km de distance, remplissent de multiples fonctions dans la dynamique sociale complexe du rut. Ils annoncent sa présence et sa qualité aux femelles parfois situées à plusieurs vallées de distance, tout en incitant les autres mâles à déclarer leurs intentions. La fréquence et la durée de ces cris fournissent des informations sur la taille et l'état du cerf que les animaux expérimentés peuvent interpréter avec une précision remarquable. Lorsque la confrontation directe devient inévitable, les combats qui en résultent révèlent la puissance brute qui se cache sous l'apparence gracieuse du cerf élaphe. Les cerfs s'approchent l'un de l'autre avec des mouvements rituels qui permettent d'évaluer leur force relative avant le véritable combat. Si aucun des deux ne recule, ils se livrent à des combats de poussée qui peuvent durer des heures, leurs bois entrelacés, chacun tentant de repousser son adversaire et d'établir sa domination. L'endurance remarquable du cerf pendant la période du rut témoigne des réserves énergétiques accumulées lors de l'alimentation estivale. Il peut passer des semaines sans apport alimentaire minimal, s'appuyant entièrement sur ses réserves de graisse pour alimenter l'activité constante de défense du territoire et d'accouplement. Cette stratégie métabolique exige un timing précis, car le cerf doit entrer en rut en pleine forme tout en conservant suffisamment de réserves pour survivre jusqu'à ce que l'alimentation hivernale soit à nouveau possible. Sa capacité à attirer et à défendre les femelles influence directement la composition génétique des générations futures, faisant du rut automnal un obstacle évolutif crucial qui maintient l'adaptation de l'espèce aux rudes conditions nordiques. Seuls les cerfs capables de survivre aux épreuves de l'été, tout en constituant les réserves énergétiques nécessaires à la réussite du rut, transmettent leurs gènes à la génération suivante. Les interactions du cerf avec son environnement vont au-delà de la simple reproduction. Son rut crée des perturbations bénéfiques pour les autres espèces. Son défrichement de la végétation, tout en marquant son territoire, ouvre des zones propices à la croissance de nouvelles plantes, tandis que son comportement de roulage crée des mares boueuses qui servent de source minérale aux autres animaux tout au long de l'année. Tandis que le cerf élaphe démontre l'investissement énergétique nécessaire à la reproduction automnale, d'autres espèces adoptent des stratégies différentes pour se préparer aux défis de l'hiver. Parmi ces spécialistes de la survie, rares sont ceux qui rivalisent avec la remarquable efficacité du sanglier, qui fouille le sol forestier à la recherche des trésors enfouis de l'automne. À travers le tapis de feuilles mortes de la forêt automnale, une marmotte se déplace avec sa famille, son museau puissant creusant des sillons dans le sol fertile à la recherche des trésors enfouis qui soutiendront sa lignée à l'approche de l'hiver. Ses poils sombres, épais en prévision du froid, captent la lumière oblique filtrant à travers les arbres chargés de couleurs automnales. Pesant près de 180 kg, elle représente l'aboutissement de l'alimentation estivale. Son corps s'est transformé en un réservoir vivant de graisse et de muscles qui lui permettra de traverser les mois de vache maigre de l'hiver. Ces porcelets, nés au printemps et approchant maintenant de la taille adulte,
suivent ses mouvements de près, apprenant les techniques complexes de recherche de nourriture qui détermineront leur survie en tant qu'animaux indépendants. Son odorat remarquable, des centaines de fois supérieur à celui des humains, lui permet de détecter glands, noix et tubercules enfouis à des distances qui semblent impossibles. Son museau mobile, doté de muscles et de cartilages spécifiques, fonctionne comme un outil d'excavation de précision capable de localiser des sources de nourriture enfouies sous des couches de terre et de débris. En automne, la stratégie de recherche de nourriture de la truie privilégie les aliments riches en énergie, offrant un retour nutritionnel optimal pour l'énergie investie. Les glands de chêne, riches en glucides et en lipides, constituaient la base de son alimentation automnale, tandis que les noisettes, les faînes et diverses plantes racines apportent variété et nutriments essentiels. Sa capacité à traiter efficacement ces matières végétales provient d'un système digestif complexe qui extrait les nutriments inaccessibles aux animaux à estomac simple. Son comportement social en automne reflète les stratégies coopératives qui permettent aux sangliers d'exploiter les ressources alimentaires plus efficacement que les chasseurs solitaires. Les groupes familiaux travaillent ensemble pour découvrir de grandes quantités de noix enfouies, chaque individu étant spécialisé dans la détection, l'excavation et le traitement. À la lisière de la toundra arctique, là où la première banquise commence à se former dans les eaux peu profondes, un renard arctique témoigne de la remarquable transformation qui a fait de son espèce l'un des prédateurs les plus efficaces des régions polaires. Son pelage brun d'été se pare désormais de taches blanches, tandis que son pelage d'hiver commence à émerger, créant un aspect marbré, offrant un camouflage parfait dans le paysage automnal de plaques de neige et de terrains exposés. Son poids a augmenté de près de 50% depuis l'été, car l'alimentation automnale composée d'oiseaux migrateurs, de cachets et de ressources marines lui fournit les réserves de graisse essentielles à sa survie hivernale. Ce stockage d'énergie représente un exploit physiologique remarquable, car elle doit concilier les exigences de mobilité pour la chasse avec l'isolation et les réserves d'énergie fournies par une masse corporelle accrue. La remarquable polyvalence du renard en matière de chasse devient particulièrement évidente en automne, lorsqu'il exploite des sources de nourriture allant des petits mammifères terrestres aux ressources marines exposées à la marée descendante. Sa capacité à alterner entre les stratégies de chasse lui permet de maintenir son alimentation même lorsque certaines proies se raréfient ou migrent vers des zones plus favorables. Son comportement de recherche de nourriture en automne atteint une intensité extraordinaire, car elle peut stocker des milliers d'œufs, de petits mammifères et d'oiseaux dans des sites de stockage du pergélisol qui resteront gelés tout l'hiver. Ces caches, disséminées sur son territoire à des endroits marqués par des indices olfactifs et visuels, créent un réseau de réserves alimentaires d'urgence qui peut faire la différence entre la survie et la famine pendant les périodes les plus difficiles de l'hiver. La dynamique sociale du renard arctique change radicalement en automne, lorsque les groupes familiaux coopératifs de l'été commencent à se disperser. Les jeunes renards doivent établir leur propre territoire ou s'exposer à des voyages de dispersion qui peuvent les mener sur des centaines de kilomètres en terrain hostile. Ces déplacements représentent l'une des périodes les plus dangereuses du cycle de vie du renard arctique, car les animaux inexpérimentés sont confrontés à la prédation, à la famine et aux conflits territoriaux avec les adultes établis. Son ouïe remarquable, capable de détecter les mouvements des petits mammifères sous des couches de neige atteignant près de 2 mètres d'épaisseur, la prépare à des stratégies de chasse hivernale presque surnaturelles. Sa capacité à localiser ses proies à travers la neige et à exécuter des attaques plongeantes qui emportent tout son corps sous la surface témoigne d'adaptations si spécialisées qu'elles paraissent magiques aux yeux des humains. En automne, le comportement du renard pour la tanière implique la préparation d'abris hivernaux, qui peuvent être de simples abris de neige ou des réseaux de terriers élaborés selon les conditions locales. Son intelligence dans le choix du site tient compte de facteurs tels que la protection contre le vent, la proximité des zones de chasse et les voies d'évasion face aux grands prédateurs, démontrant ainsi une conscience environnementale qui va bien au-delà du simple instinct. En automne, ces interactions avec les grands prédateurs consistent souvent à suivre les ours polaires et les loups pour se nourrir de leurs proies, une stratégie dangereuse qui exige un timing précis et une bonne compréhension du comportement des prédateurs. Ces relations commutuelles permettent d'accéder à de grandes carcasses qui peuvent nourrir les familles de renards pendant de longues périodes,
mais nécessitent des stratégies comportementales sophistiquées pour éviter de devenir elles-mêmes des proies. La remarquable adaptabilité du renard arctique s'étend à son exploitation des activités humaines dans les régions arctiques, où il a appris à associer certains sons et activités à des sources de nourriture. Son intelligence lui permet de distinguer les interactions humaines bénéfiques des interactions dangereuses, démontrant ainsi une flexibilité cognitive qui a permis aux renards arctiques de perdurer dans les régions nordiques de plus en plus développées. Sa préparation à l'hiver implique non seulement des changements physiques, mais aussi des adaptations comportementales, notamment des modifications des habitudes de sommeil et des cycles d'activité, ainsi qu'une modification de la tolérance sociale qui influenceront sa survie durant les mois sombres à venir. Ces préparatifs automnaux représentent l'aboutissement des adaptations évolutives qui ont permis aux renards arctiques de prospérer dans les environnements les plus difficiles de la planète. Alors que le renard arctique achève ses préparatifs automnaux, et que les premières grosses chutes de neige recouvrent le paysage nordique, le cycle saisonnier qui caractérise la vie en Sibérie touche à sa fin. La brève abondance de l'été et les préparatifs frénétiques de l'automne laissent place au retour de l'hiver, bouclant ainsi la boucle éternelle tandis que la nature se prépare à une nouvelle année de survie dans l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Alors que la roue des saisons tourne à plein régime dans les vastes étendues sauvages de Sibérie, une ombre plane sur ce paysage immaculé, étranger au cycle naturel de la lumière et de l'obscurité. L'influence humaine, autrefois à peine perceptible dans cette région reculée, s'étend désormais aux quatre coins de la taïga et de la toundra, entraînant des changements qui ne se produisent pas à l'échelle confortable de l'évolution, mais à l'échelle d'une vie humaine. Le climat qui façonne la faune sibérienne est confronté à des perturbations sans précédent, le réchauffement climatique progressant 2 fois plus vite que la moyenne mondiale dans les régions arctiques. Le pergélisol, ce substrat gelé depuis des millénaires, fond désormais à un rythme accéléré, déstabilisant des écosystèmes entiers et libérant des gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement. Les températures hivernales augmentent plus vite qu'en été, raccourcissant la saison nécessaire à la reproduction et aux économies d'énergie de nombreuses espèces. Le développement industriel fragmente les vastes territoires nécessaires à des espèces à répartition étendue comme les carcajous et les tigres de Sibérie, tandis que les activités minières et forestières détruisent des habitats essentiels plus rapidement que les processus naturels ne peuvent les restaurer. La pollution engendrée par ces activités affecte non seulement les environnements locaux, mais s'accumule également dans les tissus des prédateurs au sommet des chaînes alimentaires, où les toxines se concentrent à des niveaux qui compromettent la reproduction et la survie. Le plus tragique est peut-être que les systèmes de connaissances traditionnels des peuples autochtones, perfectionnés au cours de milliers d'années de coexistence durable avec la faune sibérienne, sont menacés d'érosion sous la pression de la modernisation et de l'assimilation culturelle. Ces systèmes de connaissances recèlent une sagesse écologique sur le comportement de la faune, le rythme des saisons et les relations entre les écosystèmes que la recherche scientifique commence seulement à comprendre et à apprécier. Pourtant, cette trajectoire inquiétante recèle des exemples remarquables de réussite en matière de conservation et de prise de conscience environnementale croissante. Les aires protégées couvrent désormais des portions importantes de la nature sauvage sibérienne, tandis que la coopération internationale a contribué à stabiliser les populations d'espèces comme le tigre de Sibérie, autrefois menacé d'extinction. Les communautés autochtones voient de plus en plus leur savoir traditionnel valorisé et intégré aux stratégies de conservation modernes, créant des approches de gestion alliant sagesse ancestrale et sciences contemporaines. La résilience dont a fait preuve la faune sibérienne tout au long de son évolution laisse espérer une adaptation possible, même aux changements environnementaux d'origine humaine, même si la rapidité des altérations actuelles met à l'épreuve les limites de la flexibilité biologique.
Les stratégies de survie développées par ces espèces au cours de millions d'années de rudes épreuves environnementales pourraient leur être utiles dans un avenir incertain, à condition que les activités humaines leur laissent un habitat et des ressources suffisants pour exploiter leur remarquable capacité d'adaptation. L'histoire de la faune sibérienne reflète en fin de compte la relation de l'humanité avec la nature. Dans cette nature sauvage et reculée, nous percevons à la fois notre capacité de destruction et notre potentiel de gestion, les conséquences de notre civilisation industrielle et les possibilités qui se présentent lorsque nous choisissons de protéger plutôt que d'exploiter la remarquable biodiversité qui partage notre planète.